Bonjour et bienvenue sur Consomacteur. C'est une émission de l'association La Voix des consommateurs avec pour leitmotiv de faire du consommateur un acteur sur les sujets liés à la consommation. Consomacteur, c'est une série de thématiques, de thèmes touchant votre vie au quotidien. Et pour ce panel, nous allons parler des eaux usées et les bouts de vidange, traitement innovant et valorisation. Et nos invités dans ce cadre, c'est un représentant des consommateurs, Monsieur Modeste Dompégan. Merci d'être là. Merci, bonjour aux téléspectateurs. Et en face de Monsieur Dompégan, on a Madame Léa Tchédi de la SGDS, la Société de gestion des déchets et de la salubrité. Bienvenue à vous aussi. Bonjour, merci et bienvenue Madame. Bonjour téléspectateurs. Alors, la SGDS, on la connaît pour la gestion de nos déchets, le ramassage, le balayage des rues. Est-ce que vous vous occupez aussi de nos bouts de vidange? Oui, depuis le séminaire intergouvernemental de 2021, le gouvernement a cédé à la SGDS la mission de s'occuper désormais des déchets liquides. Et on n'entend pas déchets liquides ici, spécialement les bouts de vidange et les eaux usées domestiques. Voilà, une clarification faite, ça nous permet d'entrer dans le vif du sujet. Et pour le faire, on va vous emmener avec toute l'équipe sur un site de traitement de bouts de vidange. Lorsque les vidangeurs arrivent sur la station, ils passent dans un premier temps par le pont bascule pour peser leur camion. Après le pont bascule, ils se dirigent vers leur de dépotage pour déverser leur contenu. De ce canal, leurs bouts sont récupérés dans le bassin tampon. Lorsque nous recevons les bouts, nous effectuons des analyses pour s'assurer de la salinité de la boue reçue. L'eau infiltrée se dirige grâce à des conduites souterraines vers le premier bassin, communément appelé bassin anaérobie. Le temps de séjour est de 18 jours au niveau du bassin numéro 1, 12 jours au niveau du bassin numéro 2, 8 jours au niveau du bassin numéro 3 et 5 jours au niveau du bassin numéro 4 et 5. Après ce passage des lits, l'eau est envoyée dans la nature à travers le canal de Venturi. Les utois du rejet se trouvent au niveau du canal de Togba. Retour sur le plateau. Maintenant, on a tous regardé cet élément témoin. Madame Tchédi, que deviennent nos bouts de vidange une fois que vous les videz de nos fosses septiques? Avant d'aller dans le vif du sujet, il faut aider les téléspectateurs à comprendre ce que c'est que les bouts de vidange. Les bouts de vidange, c'est ce qu'on appelle communément nos cacas, ajoutés à nos urines, à l'eau de nettoyage anal et aux matériaux de nettoyage anal que les vidangeurs viennent pomper dans nos ménages pour les convoyer vers les stations. Et au niveau des stations, qu'est-ce qu'elles deviennent? Les bouts de vidange ont deux parties. C'est-à-dire, à la station, le traitement nous permet d'obtenir un déchet liquide déjà traité, qu'on appelle communément l'effluent liquide épuré, et après des biosolides qui servent d'amendement plus tard pour l'agriculture et bien d'autres types de valorisation. Et comme on parle aussi d'eau usée, est-ce que les eaux usées que vous pompez, ça suit le même circuit que les bouts de vidange? Vous les prenez tous ensemble et vous allez les traiter ensemble? Oui, puisque quand le vidangeur vient dans nos ménages, qu'est-ce qui se passe habituellement? Il pompe d'abord le WC et en plus de ça, s'il y a encore de l'espace dans sa citerne, compte tenu du prix que le consommateur a payé, il doit pomper encore une partie du puisard. Donc, nous acceptons sur nos stations les bouts de vidange et les eaux usées domestiques. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, les eaux grises, on les appelle les eaux grises, c'est-à-dire les eaux de vaisselle, de lessive et des activités de cuisine que nous avons dans nos ménages. Alors, voilà ce que Madame nous dit. Est-ce que Monsieur Dompégan, vous constatez ça sur le terrain? L'État, à travers la SGDS, commence vraiment par s'impliquer dans un secteur qui, pendant longtemps,
représentait un problème de santé publique pour le consommateur et pour la population en général, en ce sens que il y a toujours eu une réglementation, même déjà à partir de la Constitution, dans son article 27, qui fait obligation à l'État de garantir un environnement sain à tout individu qui y a droit. La législation existait donc, mais dans la pratique, on était encore à l'état de nature. Chacun était livré à lui-même, à la gestion. On avait un dispositif autonome de stockage des déchets, mais il n'y avait pas un suivi pour ce qui est de la collecte collective et du traitement. Il y avait le secteur privé avec un seul opérateur qui était à Semenpodi, je crois, qui s'en chargeait. Mais ce n'était pas vraiment ça. Et à côté de ça, très peu allaient vraiment vers cet opérateur. Une grande partie allait dans la nature. Et chacun se chargeait de ses déchets une fois que les WC étaient pleins. Comment? À leur manière. Il y a la vidange sauvage. C'est-à-dire dans les rues? Dans les rues, dans la nature. On creusait des trous à côté des WC et puis chacun sait un peu de quoi il s'agit. Donc aujourd'hui, 2 stations qui sont en construction, l'une déjà opérationnelle, c'est déjà bien. C'est un grand pas effectué. Mais à chaque étape du processus, il y a encore des préoccupations, des interrogations à relever pour ce qui est d'abord de la qualité des fosses qui servent d'entreposage à ces déchets. Ensuite, la collecte qui aujourd'hui relève essentiellement du secteur privé. Il va falloir regarder du côté également de ces collecteurs-là. Pour en revenir au site de traitement à proprement parler, ces sites de traitement sont installés dans un environnement. On parle de Semenpodi, on parle de Calavi, d'Amoué Calavi. Ce sont de grosses agglomérations qui abritent beaucoup de personnes. Quel sera l'impact de ce site-là? Parce que... Madame aura le temps de répondre à ces questions. Jusque vous avez fait le constat que les choses s'améliorent sur ce qu'elle a dit. Bien sûr, il y a forcément un pas qui a été fait. Aujourd'hui, avec les stations de traitement, c'est un pas, un grand pas qui a été effectué. Et on constate effectivement une certaine amélioration dans la gestion et dans le traitement de ces déchets-là. Mais dans le processus, il y a encore des points dont on va à éclaircir. Avant, vous nous avez juste donné une première partie de votre travail, du travail que font les vidangeurs. Après ça, le traitement concrètement, comment il se fait? Oui, je peux vous décrire le traitement. Et lorsque la boue vient à la station, qu'est-ce qui se passe? Les stations construites sont déjà achevées complètement. Elles sont fonctionnelles? Oui, elles sont fonctionnelles les deux. Seulement que Semenpodi n'est pas en activité pour le moment. Mais Calavi est rentré en activité du fait de la technologie implantée. Les boues de vidange à la station de Calavi sont traitées sur 2 phases. Au premier abord, quand le vidangeur vient, il dépote la charge qu'il a apportée. Il déverse dans un canal la charge qu'il a apportée. Et au niveau de ce canal, nous avons des grilles. Ces grilles permettent justement de tamiser la boue. Vous savez qu'avec moi, que dans nos fosses à la maison, on y jette tout, ce qui n'est pas recommandé. Et il faut qu'on commence à changer d'habitude, puisque tous ces déchets solides reviennent à la station. Il faut éviter de jeter quoi, par exemple? Il faut éviter de jeter tout ce qui est déchets solides, c'est-à-dire les tissus, les piles, les pots. Les pots, oui. Tout ce qui est plastique, les sachets, il faut éviter de les jeter dans les latrines. Ça complique le traitement plus tard à la station. Et les serviettes hygiéniques? Oui, les serviettes hygiéniques, les couches des bébés, on voit tout, les préservatifs, on voit tout sur la station. Ce n'est pas bien pour le traitement. Donc, dans cette première phase, il y a le tamisage de la boue. On récupère tout ce qui est déchets solides. Maintenant, la boue récupérée est conduite par le système de canal vers un bassin qu'on appelle le bassin tampon. Au niveau de ce bassin tampon, on a des agitateurs qui homogénéisent la boue avant qu'on alimente les lits. Et sur les lits, l'alimentation est faite, on sépare la partie solide de la partie liquide. La partie solide reste sur les lits. Et le liquide s'infiltre maintenant à travers un massif filtrant qu'on a mis, composé de caillasse, des cailloux et du sable. Et le liquide est récupéré maintenant et coule gravitairement vers des bassins
qu'on appelle des bassins de lagunage. Et ça va ou ça finit où? Ces bassins de lagunage, maintenant, il y a des temps de séjour programmés, bien dimensionnés, qui aident l'eau, les fluents maintenant, à s'épurer avant d'être rejetés dans la nature. L'eau dans un fleuve, dans une lagune, dans la mer. À Calavi, les fluents épurés est rejeté à Toba, dans le bas-fond de Toba. Et le solide, qu'est-ce qu'il devient? Le solide, la technologie de Calavi stocke le solide pendant un minimum de 4 ans. Et après, on fait le raclage. Et on co-composte avec d'autres matériaux verts qui donnent du carbone pour avoir un mélange plus fertilisant pour l'agriculteur. Donc ça devient de l'engrais? Oui, ça devient de l'engrais. On peut en faire de l'engrais, on peut en faire du biocharbon. On brûle aussi cette boue dans la cimenterie. Cette boue aussi peut servir à faire des pavés. Il y a plusieurs types de valorisation qu'on peut faire de cet élément. Pour ce qui est de l'engrais, est-ce que ce n'est pas dangereux pour nous qui consommons les produits qui seront issus de cette agriculture? Parce que c'est quand même des matières fécales, avec tout ce que ça dégage du corps. Oui, la loi de Lavoisier dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il faut dire déjà que le traitement permet de réduire considérablement la charge polluante contenue dans les boues. Elle n'est pas de zéro. Non, elle n'est pas de zéro puisqu'il y a des normes. Nous avons sur nos stations des laboratoires. Et ces laboratoires permettent justement de faire l'analyse et de juger de la qualité du produit avant son rejet dans la nature ou bien avant d'être cédé à un quelconque agriculteur. Monsieur Dompegan, vous avez des préoccupations sur ce pan de la question. Est-ce que vous êtes rassuré? Rassuré quant au traitement. Oui, aujourd'hui, les boues de vidange seront traitées dans de meilleures conditions, mais toujours préoccupé par l'impact environnemental parce que ce type de traitement génère de la pollution olfactive, beaucoup d'odeurs et également des micro-organismes parce que ce sera séché à l'air libre. Avant là, ça nous gêne et ça nous rend malade aussi et ça ne nous fait pas du bien. Donc, si je peux trouver d'autres moyens pour corriger ça va nous faire du bien quand même. Qu'est-ce qui est vraiment mis en œuvre sur ce site pour que l'impact environnemental soit vraiment maîtrisé? Par exemple, pour Calavi, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que l'odeur ne va pas gêner ceux qui sont dans l'environnement? Pour que l'odeur ne gêne pas l'habitation, qu'est-ce qui a été fait? On a créé une zone témoin. C'est-à-dire autour de la station, il y a une limite qui a été d'office rachetée pour que la population ne s'installe pas dans cette limite. C'est un espace tampon. Oui, c'est un espace tampon. C'est pour lutter contre la pollution olfactive, comme il vient de le dire. Ça, c'est un acquis déjà. Et les habitations ont été prises en compte et doivent être dédommagées jusqu'à la fin. Et l'espace libéré est déclaré d'utilité publique. L'espace qui reste à acquérir. Nous intervenons là en bout de chaîne, où ce sont des déjections humaines qui sont récupérées et traitées. Et quand on parle de déjection humaine, on parle de tout ce qui va avec. Elle l'a mentionné de façon subtile tout à l'heure, les hormones, les médicaments qu'on prend, et tout ça est éliminé par ces voies-là. Et donc, ces déchets, ces bouts de vidange que nous récupérons sont composés de toutes ces choses-là, de tous ces éléments-là. Alors, qu'est-ce qui se fait finalement pour que l'impact pendant le traitement sur l'environnement, sur le milieu, le site d'implantation de cette station-là soit amoindri? Et dans la suite, ce qui sort de là, comme l'eau qui est rejetée par exemple dans le bas-fond de Toba, quelle garantie est-ce que nous avons aujourd'hui que ça ne contient pas des substances qui vont après poser des problèmes de santé publique? Aujourd'hui, pour l'usage agricole de ces substances-là, de ces bouts de vidange transformées en engrais, il y a également des réserves qui sont émises dernièrement. Dans certains pays même,
peut-être pas encore en Afrique, mais même en Europe. Je prends l'exemple de la Suisse. Aujourd'hui, la Suisse a décidé de ne plus utiliser l'humus issu des boues de vidange dans l'agriculture, dans l'épandage agricole, certainement parce qu'ils ont fait des constats. Donc, moi, je voudrais attirer l'attention là-dessus pour qu'on priorise peut-être un usage beaucoup plus écologique, par exemple en parlant de la méthanisation, qui est une technologie en vogue, également au Bénin, et également la transformation, parce qu'il a été prouvé également que les produits issus des boues de vidange sont très riches en énergie, donc peuvent être transformés, par exemple en charbon, comme elle a dit. Je pense que prioriser ces filières-là sera beaucoup plus prudent pour nous que l'épandage agricole systématique. Alors, plusieurs préoccupations du représentant des consommateurs. Il a peur. Est-ce qu'il y a des études d'impact environnemental qui se font avant l'installation de ces sites? Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, c'est systématique pour tout projet au Bénin. Et il y a l'étude environnementale, d'impact environnemental et social qui est faite. Mais on sait que les études se font, mais est-ce que dans la pratique, dans la pratique, qu'est-ce qui se fait? œuvre? L'étude d'impact environnemental et social est suivie d'un PGS. C'est un plan de gestion environnementale et sociale. C'est ce plan, en fait, qui vient notifier toutes les mesures environnementales, sociales qu'il faut mettre en œuvre pour lutter contre les impacts potentiels que peut générer un projet. Donc c'est un peu ça. Et pour l'autre côté, effectivement, il y a une peur qui est toujours là. On se dit le compost issu des boues. Non, il n'y a plus de peur à se faire puisque les normes existent. Et aujourd'hui, même avec l'appui de GIZ, on est en train de se doter d'un arrêté qui parle de qui porte sur la valorisation des produits dérivés de la vidange. Et ça, cet arrêté doit mettre tout en œuvre pour qu'il y ait des dispositions bien précises pour l'utilisation de cet élément dans l'agriculture. Concernant cet espace tampon, les maisons les plus proches sont à combien de mètres? Je ne peux pas vous le dire avec précision, mais il faut dire déjà sur le site, à l'heure actuelle, nous avons une limite d'au moins 100 mètres avec la station. Mais l'élément qui pose plus de nuisances olfatives, c'est le bassin tampon, là où il y a la réception de la boue. C'est là où il y a dégagement d'odeur. Mais une fois la boue est dépotée et le traitement commence, vous ne sentez même plus d'odeur. Dès que vous allez commencer par visiter les stations, vous aurez l'occasion de découvrir tout cela. Et l'engrais qui est produit, est-ce que vous le vendez déjà? C'est sur le marché, ça s'utilise? Il y a une étude de valorisation de ces produits dérivés de la vidange qui va nous situer sur les paramètres à remplir, les conditions, les modalités d'utilisation. Donc, c'est les résultats de cette étude qui vont nous amener à adopter une imitation. Donc, il n'y a pas encore d'engrais issus de boue de vidange chez nos maraîchers? Tout de suite, sur nos stations, il n'y en a pas encore. On va aborder maintenant la technologie qui est utilisée pour traiter nos boues de vidange. Madame Thiedi, est-ce que ce sont des machines de pointe que vous avez? Parce que d'habitude, on a l'impression que l'Afrique, c'est la poubelle du monde. Tout ce qui est déjà usagé ou usé, on l'emmène ici pour l'utiliser. Pour parler simplement, il faut dire que nous avons opté pour les technologies moins énergivores. Il n'y a pas d'utilisation de machines de pointe. C'est des technologies terre à terre. Mais est-ce que c'est efficace? Oui, très efficace. À Sémépodi, il faut dire, là, c'est des bassins de lagunage avec sédimentation en amont et puis des lits de séchage non plantés. L'impact sur l'environnement? L'impact sur l'environnement, c'est qu'il y a une forte réduction de la pollution. Il y a l'atténuation des nuisances olfatives. Et il y a l'épuration de l'eau avant rejet. Pour Calavi, nous avons les lits plantés de roseaux. C'est vrai que c'est assez technique ce que vous dites. Oui. Les lits plantés, c'est parce que nous, on connaît les lits de manière ordinaire. C'est quoi? C'est composé de quoi? Les lits plantés de roseaux, qu'est-ce qui est fait concrètement? Nous avons posé de la géomembrane sur le sol.
Toujours des termes techniques. Dans certains spectacles, nous avons posé sur le sol un matériel étanche qui empêche l'eau de s'infiltrer dans le sol. Et après, on a eu des couches successives de cailloux et puis à la tête du sable. Et c'est sur ce sable maintenant qu'on a planté le roseau. Tout le monde connaît le roseau. On a planté le roseau. Mais lorsque la boue est envoyée sur les roseaux, les plantes, comme on le sait, leur rôle, elles bouffent tout ce qui est pollution dans la boue. Elles hygiénisent la boue avant qu'elle ne soit récupérée pour une utilisation ultérieure. Monsieur Domprégan, est-ce que vous avez vu ce matériel une fois? Ça vous inspire de l'assurance? Le dispositif planté, c'est un dispositif qui, comme elle le disait tout à l'heure, permet de réduire les nuisances olfactives parce que vous connaissez le rôle des plantes, la photosynthèse, capter le carbone contenu dans l'air, fixer ce carbone-là et le transformer en oxygène. Donc ça participe de la réduction du gaz carbonique, mais en même temps produit de l'oxygène, donc un dispositif d'oxygénation du système. Et c'est la technologie, comme vous l'avez dit, la plus en vogue aujourd'hui, si on veut parler en termes de traitement de boue de vidange, c'est actuellement la technique la mieux éprouvée. Et ces sites-là sont implantés dans le sud, on a entendu Calavi et tout, et le nord alors, est-ce que là-bas, comment sont traités les boues de vidange là-bas? Ou bien vous les transportez depuis là-bas pour ici? Dans un passé récent, les boues de vidange sont transportées de partout vers le sud. Mais aujourd'hui, l'État n'est pas resté sans rien faire au nord. À Parakou, bientôt, il y aura une station de traitement des boues de vidange aussi. Et elle est en construction à 60% de taux d'exécution. Donc très bientôt, nous aurons une station fonctionnelle à Parakou pour gérer tout ce qui est déchets liquides. En attendant, les boues sont convoyées. Lorsque les vidangeurs sont appelés de partout du Bénin, ils prennent des boues et les convoient sur nos stations du sud. Et vous êtes sûr que tous les ménages ont cette chance-là de se faire vider leur fosse, puisque vous êtes si loin? Il y a un surcoût pour le consommateur, puisqu'il y a le transport, on imagine de Parakou à ici. Oui, il y a ce facteur qui pèse sur les ménages. Et il faut dire aussi que ce n'est pas souvent les ménages qui appellent dans ces villes. C'est surtout les institutions, les structures qui demandent à ce qu'on vienne vidanger leurs ouvrages sanitaires. Et les ménages alors, qu'est-ce qu'elles font de leur Vous savez, à part Cotonou qui est un peu la zone problématique, un peu plus dans le Bénin, nous avons des sols où la nappe phréatique est très profonde. Donc, ils ont des ouvrages d'assainissement qui permettent de stocker la boue pendant de longues années. Et après, ça devient à l'intérieur de l'engrais. Il y a d'autres ménages carrément qui ferment cette fosse-là pour en construire une autre. Ce qu'on déplore aujourd'hui, puisque ce n'est pas bien pour notre environnement, ce n'est pas bien pour les eaux souterraines. Aujourd'hui, on sait que ça peut être valorisé, que la boue de vidange peut être valorisée et peut être même source de revenus. Donc, il va falloir voir le modèle économique autour de ce système afin que la finalité qui est l'engrais qui en sort, qui sera le charbon qui va en sortir, les revenus générés par cette exploitation puissent être réinjectés dans le système de façon à amortir le coût de l'enlèvement en amont où on retrouve le consommateur. Puisque c'est le consommateur qui fournit la matière première qui est traitée sur toute la ligne, il faudrait que les retombées puissent être retournées au consommateur de façon à vraiment le soulager de ces charges-là. Vous valorisez les boues de vidange. Est-ce que c'est pas un moyen, ça ne permettrait pas aux sociétés de réduire les coûts de vidange pour les consommateurs parce que vous réutilisez leur boue de vidange? Il faut dire, le premier objectif de l'État, c'est la modernisation de tout ce système. Et quand il parle de modèle économique, bien vrai, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un modèle économique clair sur la gestion de ces déchets, mais la société de gestion des déchets et de la salubrité
est aujourd'hui en train de travailler sur un modèle qui va nous permettre de mettre la population, les ménages, les consommateurs à l'aise. Donc, c'est dans nos objectifs, nous pensons fortement à ça. Et le travail est enclenché et ça va donner un produit final qui sera bien pour tout le monde. On verra ce que ça va donner dans les semaines, les mois à venir. C'est pour le moment la fin de ce panel. Merci à nos invités, Madame Léa Etiedi de la SGDS et Monsieur Modeste Dompégan, représentant des consommateurs. Sur ce panel, on a parlé des eaux usées et les bouts de vidange, traitement innovant et valorisation. Merci de nous avoir suivis. On espère vous avoir apporté un plus.